Le 6-9, Ilana Ferradian. Brigitte Bourguignon, bonjour, bienvenue. Vous avez été accueillie en fanfare par Judith, donc on l'a compris, vous êtes ministre délégué chargé de l'autonomie. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est la vaccination. Il y a un chiffre étrange. Chez les plus de 80 ans qui habitent encore chez eux, la France atteint 85% de vaccination, c'est pas mal, mais l'Espagne et le Portugal sont quasiment à 100%. Pourquoi ce petit retard français ? Alors, on a beaucoup développé de méthodes pour aller vers elles, déjà les repérer, parce que c'était pas simple. Donc on a beaucoup travaillé sur l'aller vers, dont on parle beaucoup. Ça a quand même permis depuis cet été de vacciner 1 million de personnes supplémentaires de cette catégorie d'âge. Mais vous avez une partie de cette population qui considère que peut-être c'est inutile de se vacciner, que peut-être elle prend même les doses des autres. Donc il faut les convaincre déjà que non, qu'ensuite elles sont évidemment les personnes les plus à risque parce que c'est elles qui développeront la forme la plus aggravante. On compte aussi sur les familles, bien sûr, pour finir de les convaincre. C'est pas toujours évident parce que là on tombe dans la sphère privée quelquefois, donc il faut aller jusque-là. C'est des gens qu'on est allé voir, Oui, on leur a proposé, bien ils ont dit sûr. oh non, c'est pas pour moi, je suis trop vieux, je laisse une dose à un plus jeune. Je l'ai On a entendu. ce blocage-là. On a ce blocage-là aussi. Et puis, parfois, encore une crainte du vaccin. Ça, il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Ensuite, il a fallu développer toutes les formes d'aller vers, c'est-à-dire la vaccinomobile dans les quartiers, le vaccinocar dans les milieux ruraux. On a travaillé avec les associations, surtout d'aide à domicile, qui arrivent à convaincre parfois ou à faire venir dans les centres de vaccination. Vraiment ouvert au maximum la possibilité. Travailler avec les médecins aussi, les pharmaciens parfois. Ils ont joué leur rôle, les médecins de famille, les médecins généralistes. Alors il y a eu un temps retard, je dirais que quand même ils ont été associés. Beaucoup, par exemple en retraite, sont venus dans les centres de vaccination et prêter main forte. Donc moi je les en remercie beaucoup, mais il y a encore un effort à faire. Et là la caisse d'assurance maladie a envoyé des convocations pour voir si l'effet convocation peut jouer et donc on les accompagnera dès lors qu'ils auront reçu cette convocation. On va voir un peu comment ça peut réagir maintenant. Mais il y a encore effectivement cet effort à faire sur, je dirais, 500 000 personnes à peu près en France de plus de 80 ans. Est-ce qu'on ne souffre pas d'un système de santé trop centralisé en France, trop étatique, qui empêche ce contact de proximité ? Alors je crois que la crise sanitaire a changé la donne. C'était peut-être vrai avant. Aujourd'hui, on a été obligé de travailler avec des échelons beaucoup plus localisés, à la fois les départements, mais aussi, par exemple, dans les ARS, il y a eu des appels très centralisés sur les départements et sur les intercos. Il a fallu travailler avec les intercommunalités. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les maires, avec Jacqueline Gouraud. On avait fait un vadémécum, une direction des collectivités pour repérer les bonnes pratiques, parce qu'il y avait des bonnes pratiques aussi. Et on ne peut pas travailler autrement. Notamment dans cette crise, ça a bien développé ces articulations nécessaires et cet échelon nécessaire. Alors arrive déjà l'enjeu de la 3e dose. Oui. 50 millions de Français bientôt seront vaccinés. Est-il nécessaire de donner une 3e dose, par exemple, aux personnes qui sont dans les EHPAD ? Au début de l'année, elles avaient toutes les chances de croiser des non-vaccinés. Là, ça va devenir rare. Quelqu'un qui est dans un EHPAD ne verra pratiquement plus que des vaccinés. On peut peut-être lui épargner la 3e dose. Alors, déjà, c'est une idée un peu fausse dans la mesure où ce sont des personnes qui sortent encore des EHPAD. Ça, c'est une vision un peu... Bien sûr, pour les grandes dépendances, non, mais il y a encore des personnes dans ces établissements, et c'est heureux, qui sortent et qui se rendent à domicile. Donc oui, il faut les protéger encore. Il faut les protéger aussi des visiteurs, parce que maintenant, il y a le pass sanitaire, certes, mais il y a encore des personnes non vaccinées. Le personnel aussi, vous l'avez vu, il a fallu travailler sur le personnel de ces établissements et d'ailleurs aussi. Et on est passé de 57% à peu près de personnel soignant vacciné avant le 12 juillet, après l'appel du président de la République. Nous sommes maintenant à plus de 80%. Donc vous voyez bien, l'effet a été là. Et puis l'obligation vaccinale qui va intervenir bientôt a joué. Donc maintenant, la 3e dose, c'est la Haute Autorité de Santé qui le dit. Oui, elle est nécessaire. Elle sera nécessaire d'ailleurs peut-être même à l'ensemble des Français par la suite. C'est un rappel. On le voit ailleurs, en Israël notamment, on vaccine une 3e dose, même les adolescents. Bien sûr, c'est un rappel au bout de 6 mois. La première campagne dans les EHPAD a démarré en janvier. Ça a été un succès. Je crois qu'il faut le signaler aussi. Ça a pris 2 mois avec un flux qui a très bien fonctionné et des personnes qui ont vraiment adhéré à la vaccination avec bien sûr un consentement éclairé qu'il a fallu demander, puisque ça a été toute une affaire aussi ça, que de demander l'avis à des personnes qui ont des droits, et on le fait bien, on laisse réfléchir tout le monde. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas demandé le consentement éclairé de ces personnes en établissement. Donc tout ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, on est arrivé
arriver à la 3e dose que j'appellerais plutôt rappel de vaccination et qui va commencer dès le 13 septembre dans les établissements. Alors cette épidémie a compliqué les relations entre les générations. Est-ce que vous diriez, vous qui vous occupez des plus âgés, qu'on a peut-être demandé trop de sacrifices à la jeunesse pour protéger les plus âgés? Alors moi, je m'inscris en faux là-dedans parce que c'est une idée qu'on a, une petite musique d'ailleurs que j'avais entendue, qui ne m'avait pas plu sur la vaccination. Par exemple, pour ne parler que de ça, où on disait oui, on va sacrifier les jeunes, on va plutôt vacciner les personnes âgées. Or, maintenant, on comprend pourquoi. C'est elles qui ont désengorgé les urgences, puisque c'est elles qui développaient la maladie la plus aggravante. Donc aujourd'hui, opposer les uns aux autres n'a pas de sens. On a mis en place, par exemple, pendant la crise sanitaire, des services civiques seniors. 10 000. On a lancé cette idée avec Sarah Ellery. On s'aperçoit aujourd'hui que ça fonctionne très bien. On est loin d'être dans la montée en charge complète, bien sûr. On a encore beaucoup d'espace et j'en appelle d'ailleurs aux collectivités et établissements qui ont envie de recourir à ce service d'y faire appel parce que c'est très intéressant de voir que des jeunes aident dans les établissements au numérique, aident à l'animation, aident à l'accueil et sont, pour avoir vu des résidents et des jeunes en action, c'est extraordinaire. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. Il y a des jeunes qui ont créé, par exemple, des cartes postales ou du courrier ou qui ont créé une association qui permet aussi de donner le sourire aux citoyens plus âgés. Et puis, vous avez beaucoup de choses qui se sont faites presque spontanément dans des quartiers, de gamins qui faisaient des courses, qui n'ont pas eu finalement d'appel à le faire, qui l'ont fait spontanément. Est-ce qu'il Donc, ne je crois faudrait qu'il y a pas des choses intéressantes. une grande campagne de communication pour transformer l'essai? Oui, d'ailleurs, sur la réforme que je dois conduire de l'autonomie, qui n'est pas toujours On va en claire pour parler, les gens, tout à fait. je préfère l'appeler génération solidaire, parce que je crois que c'est d'abord et avant tout le problème du grand âge, un problème de famille, un problème de génération, un problème de société tout court. C'est pas le grand âge d'un côté, la jeunesse de l'autre. La jeunesse pense déjà à ses parents, à ses grands-parents, et je ne rencontre personne et aucun jeune qui me dit « moi, j'ai pas envie qu'on protège ma grand-mère ou mon grand-père Oui. ». Jamais. Est-ce que cette loi qu'on appelait dépendance, qu'on peut appeler autonomie, cette grande loi sera votée avant la fin du quinquennat? Alors, moi, je mettrais un bémol tout de suite parce qu'on me ramène toujours à la loi en elle-même. Je dirais que la loi, c'est le dernier étage de la fusée, mais la fusée, elle est déjà partie. Cette réforme que je mène depuis 1 an est déjà commencée. C'était quoi les piliers de cette réforme de l'autonomie? C'était se dire qu'est-ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas dans ce chantier du grand âge. C'est d'abord l'établissement, ensuite c'est le domicile, et nous voulons faire dans ce pays une approche vraiment sur le domicile parce que c'est ce que souhaitent les citoyens. Rester à domicile Rester à malgré le domicile, grand âge. bien sûr. Et il y a les possibilités de le faire aujourd'hui, par l'habitat, par les métiers du domicile. Et les métiers du domicile, j'y suis extrêmement attachée. Et ça a été une de mes premières actions en arrivant l'année dernière au ministère, en de dire attention, faisons très attention à ce personnel précaire, féminin bien sûr à 90%, très précaire depuis des années. Que n'a-t-on laissé ce personnel d'ailleurs en déshérence depuis des années, alors qu'il rend un service considérable et qui permet le maintien à domicile des personnes âgées. Ces métiers sont à revaloriser. Nous avions eu des rapports là-dessus, El Khomri, etc. Nous avons fait la plupart des préconisations de ces rapports. Donc vous voyez, on n'est pas resté avec des rapports sous les bibliothèques qui servent de cale, mais ces rapports-là, on s'en est inspiré et on travaille partant de ces constats-là, sur ces pistes-là. Rénovation des établissements, on met 2,1 milliards sur la table pour rénover les établissements. On n'a plus envie d'entendre le mot EHPAD. Voilà, et On a pas envie n'importe de voir- comment. Moi, rénovation d'EHPAD, ça m'intéresse moyennement. C'est pas là pour mettre une belle peinture sur des établissements dont on veut qu'ils changent de culture. On veut des établissements ouverts, on veut des établissements où une vie sociale demeure. On veut qu'il y ait des lieux, voire des tiers-lieux dans ces établissements, qu'il y ait de l'activité sportive, qu'il y ait de l'activité culturelle. Je veux dire que le jour où on franchit cette porte-là, la vie ne s'arrête pas. La vie peut durer encore longtemps. Pour financer tout cela, on va créer une cotisation supplémentaire, un impôt, ponctionner des recettes fiscales? Non, c'est pas du tout dans la projection, puisque la projection, elle est déjà là. On a déjà prévu la 5e branche, premier étage de la fusée. 2e étage, c'est s'attaquer au domicile sous toutes ses formes, métier, revalorisation, ce que nous avons fait. Nous avons déjà revalorisé une partie de cette branche de l'aide à domicile. Nous allons continuer avec le secteur privé, parce qu'il faut que ça s'harmonise, tout ça. Et puis, nous allons continuer aussi sur la valorisation des métiers et les formations. Les formations sont importantes. Donc voilà où on en est. Le 3e étage, c'est également cette dépendance qu'il faut améliorer, parce que ça, c'est après l'autonomie vient la dépendance.
le challenge que nous avons à relever dans ce pays, c'est de maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. C'est ça le challenge. Vous aurez besoin quand même d'un texte de loi pour ramasser certains de ces aspects. Certains aspects peuvent relever d'un vecteur législatif. Tout ce que nous pourrons faire d'ici là et ce que nous avons commencé à faire est fait et n'a pas besoin forcément d'un véhicule législatif. Ce que je vous disais, c'était vraiment la finalisation ensuite d'un projet que j'appellerais plutôt solidaire. Le débat sur la fin de vie, est-ce qu'il aura sa place dans la campagne présidentielle? On l'a vu au Parlement au printemps surgir de manière véhémente. Oui, je pense que ça relève effectivement d'un débat qui demande aux citoyens son avis. Je pense que les citoyens sont prêts, hein, on l'entend dans les sondages, on l'entend aussi dans les avis formulés souvent, mais je crois que ça relève quand même à un moment dans une campagne présidentielle de l'affirmation même des candidats de leur position sur ce sujet pour que les citoyens soient éclairés sur ce qu'ils mèneront ou pas. Et ce n'est pas un débat que nous avions eu d'ailleurs lors de la présidentielle de 2017. Donc ça tombe mal qu'on l'amène parfois au détour d'un amendement ou au détour. Ça nécessite vraiment un débat de fond. Alors cette campagne présidentielle, vous qui venez de l'aile gauche de la Macronie, comment allez-vous peser sur les choix du président? On a l'impression que cette partie gauche de la Macronie, elle est muette. Bah, écoutez, elle n'est pas muette, mais elle agit. Elle est dans le gouvernement, elle a des ministères importants, les comptes publics, la santé, le logement, donc je crois, l'emploi. Donc je crois que franchement, elle n'est pas muette, elle travaille, elle est au travail. Par contre, ce que les citoyens nous demandent, c'est du pragmatisme. Moi, enfin en tout cas dans ma façon de faire, c'est ce que je fais toujours, le pragmatisme et la proximité. Elle nous demande des réponses. Elle nous demande des réponses à des problèmes. Elle ne nous demande pas des incantations. Vous voyez, moi, je regardais les primaires, là. Je regardais un peu ce qui se profilait, ces campus divers et variés ce week-end. J'aurais aimé que les candidats qui sont putatifs à la présidentielle s'expriment, par exemple, et nous aident à appeler à vacciner, à faire ce que nous essayons tous de faire en responsabilité. Parce que c'est ça, être responsable politique. C'est parfois assumer des choix qui ne sont pas simples. Et je crois qu'on n'a pas à rougir quand on est de gauche et quand on a un gouvernement comme celui-là. Moi, j'assume, par exemple, la PMA pour toutes. Voilà, nous l'avons fait. J'assume le reste à charge zéro pour les prothèses, pour tout ce qu'on voudra. On en parlait tout à l'heure. Eh bien, c'était un coût énorme. Et quand on travaille dans le social, on le sait. Et donc, j'assume beaucoup de choses que nous avons fait. Et je crois que le quoi qu'il en coûte a démontré aussi que nous avons su tenir l'économie hors de l'eau. Et puis, le système de santé a tenu. Bref, les Français ont été protégés. Brigitte Bourguignon, merci. Bonne journée. Radio